La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire et non mystique ou mauvais sort. La drépanocytose, c'est pas une maladie stigmatisante, c'est pas une maladie de la honte, c'est pas une maladie de la sorcellerie, c'est pas quelqu'un qui donne ça à un enfant ou bien à quelqu'un qui l'a. Hein? On naît avec ça. Et on va dire que c'est aussi une maladie héréditaire du sang, parce que la personne qui va donner la maladie, c'est toujours le parent. Ça se transmet. C'est pourquoi on va reconnaître que ça, c'est l'enfant de tel, parce qu'il ressemble à son père. Ça, c'est l'enfant de tel, parce qu'il ressemble à sa mère. C'est parce que dans la conception, il y a toujours une partie du père qui va chez l'enfant. Il y a toujours une partie de la mère qui va chez l'enfant. Célébrée à Tchibanga, la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose a été une occasion pour la direction régionale de santé Sud-Nyanga de sensibiliser les chefs des quartiers qui, eux, devront relayer le message auprès des populations. Le message principal, c'est de faire connaître la drépanocytose dans les communautés, ce qui fera en sorte que on pourra réduire les cas de drépa dans notre société. Organisé sous le thème « Faites briller la lumière sur la drépanocytose », il est question ici d'interpeller les uns et les autres quant au risque en cas d'atteinte de cette maladie. La photo de famille que voici a été de bon sens, que le message a été bien véhiculé. C'est une rencontre qui vise à mettre des stratégies visant à atteindre le maximum d'enfants à l'occasion de la campagne nationale de vaccination contre toutes sortes de maladies. Parce que la vaccination, c'est vraiment important pour nos enfants. Et c'est vous qui êtes nos relais, le relais du gouvernement auprès de la population. On dit lorsque la population est malade dans une communauté, dans un quartier, dans les pays sérieux, normalement, c'est d'abord le chef de quartier qu'on doit voir parce que c'est vous qui administrez les quartiers et c'est vous qui connaissez comment vivent vos différentes communautés dans vos quartiers. Et c'est justement cet exercice-là, à chaque fois que le gouvernement entreprend une action, que ce soit pour la santé ou bien pour d'autres activités, on vous fait venir pour discuter avec vous, pour voir dans quelle mesure ces activités-là, on peut les mener ensemble. Pour atteindre cet objectif, les équipes de vaccination se rendent au domicile des chefs des quartiers où se déroule la vaccination. Et dans notre déploiement, dans nos programmes de déploiement, on a prévu que pour la première journée, c'est-à-dire la journée de demain, on va s'accentuer sur le quartier d'Ibanga et de Ndabilila. Au niveau d'Ibanga, on a prévu 4 agents, 4 équipes, dont 8 agents vaccinateurs que vous aurez chez vous. Au niveau de Ndabilila, on a prévu 3 équipes. Au fur et à mesure, on va vous faire parvenir les différents programmes. Les populations sont donc invitées à répondre favorablement à cet appel du ministère de la Santé. Des produits locaux exposés à la vue du public. Cette action rentre dans le cadre de la 2e édition de la Journée nationale de l'artisanat. L'objectif ici est de valoriser la création locale dans toutes ses formes. Il s'agit de la 2e édition de la Journée nationale de l'artisan, qui est célébrée dans tout le Gabon, donc dans la Nyanga aussi. On y trouve des gerbes de fleurs, des savonnettes gommantes, des balais, des décorations d'intérieur, le savon liquide, l'eau de javel, il y a la restauration. Bon, mais c'est la promotion d'abord de tous nos artisans qui sont locaux. Le message, nous avons ouvert aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de clients, mais nous voulons encore beaucoup parce que ça va s'étendre jusqu'à samedi. Nous sommes là. Vous ne serez pas dessus, en tout cas il y a un peu de tout. Cette 2e édition qui constitue une marque d'attention du gouvernement auprès de ces artisans qui se sentent désormais concernés par le développement de notre pays en donnant la possibilité à tout Gabonais de s'intéresser aux produits locaux.
Cette route mène au site réservé à l'exploitation du fer de Milingi, plus précisément au village Vieux-Tono. Avec de fortes pluies et des orages qui se sont abattus dans cette partie du département de Mongouti, il était quasiment difficile d'effectuer des grands travaux. Raison pour laquelle le gouverneur de province s'est rendu sur les lieux pour en savoir un peu plus quant au démarrage des travaux. Avila n'avait pas encore reçu le document définitif qui leur autorisait à commencer des grands travaux de la route jusqu'à sur le site de Milingi. Étant donné qu'Avila vient de recevoir ce document depuis le 27 mai 2025, ce qui fait que Avila va reprendre rapidement les travaux de la route de Tono jusqu'à Vieux-Tono. Donc la société qui a eu à signer le contrat avec Avila Mining sont d'apprêter toutes les machines nécessaires pour commencer les travaux. Cette route qui faisait la fierté de Vieux-Tono permettra aux populations de regagner leur village, fermé depuis plusieurs années. Le sentiment, il n'y a qu'un sentiment de satisfaction. Vous savez que c'est le souhait de toute la population du premier canton en général. Vous savez qu'une route, c'est comme l'homme. Il faut qu'elle soit entretenue pour qu'elle vive longtemps. Si après 3, 4, 5 ans, elle n'est pas entretenue, elle se dégrade. C'est pourquoi les populations sont sorties à la voie publique là-bas, c'est le goudron. Et sinon, comme la société va revenir, les populations vont rentrer. Et grâce à l'arrivée au pouvoir de Brice Clotaire Oligui-Nguema, Vieux-Tono sera désormais un site économique et convoité par de nombreux compatriotes grâce au projet d'exploitation du fer de Milingi. Depuis sa nomination au poste de garde des Sceaux en mai 2024, Constant Mutamba avait suscité de nombreux espoirs. Jeune militant et juriste, il incarnait un souffle de renouveau. Dès sa prise de fonction, il avait promis de réformer un système judiciaire qu'il qualifiait de malade. Aujourd'hui pourtant, c'est lui qui se retrouve au cœur d'un scandale financier. Constant Mutamba vient d'annoncer sa démission et ce matin dans les rues de Kinshasa, les Congolais sont divisés. Certains y voient un acharnement politique, d'autres se rangent du côté de la justice. Mutamba doit assumer. Moi, je croyais qu'il était parmi les références, des gens qui pouvaient aider le gouvernement, qui pouvaient aider le président. On veut à tout prix qu'il démissionne pour qu'il réponde à la justice et bientôt là, peut-être qu'il sera arrêté. Vous voyez? Alors qu'il y a d'autres qui commettent les mêmes infractions, ils ne sont pas inquiétés. Constant Mutamba fait l'objet d'accusations particulièrement graves. Le ministre de la Justice est soupçonné d'avoir détourné près de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Dimanche, l'Assemblée nationale a levé son immunité parlementaire, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires. Il est autorisé la demande aux faits de poursuite introduite par le procureur général après la Cour de cassation contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. L'avenir du ministre déchu reste flou, tout comme les conséquences de cette affaire sur la scène politique congolaise. Constant Mutamba avait notamment ordonné la saisie des biens de Joseph Kabila et lancé une enquête contre l'ancien président, accusé par Félix Tshisekedi d'être le vrai patron du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Pour Michael Bakamba, un proche de Constant Mutamba, cette affaire est directement liée au conflit qui secoue l'est de la RDC. Vous avez vu l'ambassade, le ministre rwandais aux Affaires étrangères qui s'est réjoui en disant tout ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux. Allez-vous comprendre que même la Kabylie, même le régime rwandais est derrière tout ça. Et le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais croit à la justice, le peuple congolais croit au chef de l'État. Lors de son audition devant la commission parlementaire, Constant Mutamba n'a pas hésité à remettre en cause l'intégrité du procureur général, mais ses accusations sont restées sans effet. En plein cœur de Téhéran, cet immeuble a été frappé. Au moins 5 panaches de fumée noire étaient visibles dans les quartiers est et sud-est de la capitale iranienne cet après-midi. Israël, qui affirme avoir détruit le QG de la sécurité intérieure, ne compte pas baisser la pression sur le régime des mollahs. Le chef suprême, lui, ne compte pas répondre favorablement à l'injonction américaine d'une capitulation sans condition. Cette nation ne se rendra jamais à l'imposition de qui que ce soit. La nation iranienne n'est pas une nation que l'on peut contraindre à se rendre.
Si les États-Unis interviennent sur ce terrain, en particulier par le biais d'une intervention militaire, les dommages qu'ils subiront seront sans aucun doute irréparables. D'éventuels dommages que les États-Unis, semble-t-il, tentent déjà de prévenir. L'ambassade américaine à Jérusalem a fermé ses portes au public, au moins jusqu'à vendredi. Nous sommes probablement à quelques heures d'une escalade majeure, plutôt que d'une désescalade. Donald Trump appelle à la reddition. Je pense qu'il se trompe. Il suggère que les Iraniens pensent la reddition comme quelque chose d'envisageable. Leur évaluation de leurs forces et de leurs faiblesses est probablement très différente de la perception qui prévaut en Israël et aux États-Unis. Ces images satellites permettent d'observer les dégâts infligés ces dernières heures à l'Iran par Israël, comme ici, sur la base de missiles de Tabriz, au nord-ouest du pays. L'armée israélienne ne dispose pas des moyens suffisants pour détruire les installations souterraines d'enrichissement d'uranium. Seuls les États-Unis possèdent les avions et les bombes assez puissantes, pour toucher ces sites profondément enfouis sous le sol.